c'est un véritable drame parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas mettre les mots sur ce qui s'est passé. Et c'est ce que je fais, moi, en tout cas, depuis 4-5 ans sur les réseaux, mettre les mots sur le réel. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir, parce que le réel, il faut en parler. Merci à tous, chers abonnés, chers auditeurs, d'être avec nous dans un en première ligne exceptionnel, 10 ans après les terribles attentats du 13 novembre 2015. 130 Français sont morts. J'accueille mes invités. Le Jarl, bonsoir Le Jarl. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, Le Jarl, auteur du best-seller Ça va mal finir, lanceur d'alerte sur l'insécurité urbaine et influenceur. Merci beaucoup d'être là, Le Jarl, ce soir. C'est un vrai plaisir, j'ai accepté votre invitation, évidemment, avec plaisir. Mathilda, porte-parole de Némésis, est avec nous. Bonsoir Mathilda, ravi de t'accueillir. Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Le Jarl, on a discuté de votre présence la semaine dernière, il y a 2 semaines même, je crois qu'on a bouclé ça il y a 2 semaines. Hasard du calendrier, il se trouve que c'est ce jeudi, nous sommes un 13 novembre, vous avez accepté de maintenir votre venue, de maintenir votre invitation. Je vous en remercie pour discuter des attentats, de cette commémoration du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, nous sommes 10 ans après, comme ça, à chaud. Quelle est votre première impression sur ces commémorations et sur l'importance de ne pas oublier ? Alors évidemment, c'est important de ne pas oublier, c'est important de passer tous les messages, ce que je vois sur les réseaux depuis tout à l'heure, depuis ce matin. J'essaie de lire tout le monde parce que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on voit que ceux qui n'en parlent pas, ce sont toujours les mêmes. Alors, on peut faire le tour sur les fistes et le mot islamiste n'arrive absolument nulle part. C'est un véritable drame parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas mettre les mots sur ce qui s'est passé. Et c'est ce que je fais, moi, en tout cas, depuis 4-5 ans sur les réseaux, mettre les mots sur le réel. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir, parce que le réel, il faut en parler. Et aujourd'hui, il y a une sorte de totem d'immunité sur la place publique en Occident. On l'a fait passer pour une femme courageuse qui a lutté contre l'extrême droite. Le fait est que Angela Merkel a grandement perpétué, à établir, à corroborer, à accepter ces vagues migratoires en 2015 en Syrie qui ont amené tout un flot de djihadistes sur le sol français. Est-ce que ça a changé quelque chose 10 ans après ? Absolument rien, parce que depuis ces 2 dernières années, sous Macron, on est un des pays qui acceptons et qui faisons rentrer, je crois de tête, j'ai noté quelque part, mais je crois qu'on n'est pas loin de 400 000 personnes par an, il faudra vérifier les chiffres. Mais 500 000, ouais. 500 000, 500 000 voilà. Donc c'est du jamais vu, en fait. C'est du jamais vu, ça ne s'arrête pas, rien n'est contrôlé. Je souvent le fais rapprochement avec l'entrée d'une discothèque, ça faisait un peu réagir tout le monde, mais dans une discothèque, on ne fait pas rentrer n'importe qui, on met des physios qui vont filtrer les gens pour savoir qui va pouvoir s'entendre dans la masse, dans le groupe, avec tout le monde. Et donc automatiquement, il y a quelqu'un à l'entrée d'une boîte qui va dire non, vous n'allez pas rentrer pour telle ou telle raison. Dans notre pays, en France, tout le monde peut rentrer. Qui fait ça dans sa propre maison ? Personne. Voilà, c'est le vrai drame de notre pays aujourd'hui. Ce parallèle est extrêmement intéressant parce qu'un fêtard, quel qu'il soit, quelqu'un qui veut festoyer en boîte de nuit, il doit s'accommoder aux us de la boîte de nuit, respecter le règlement, et c'est absolument la même chose. Il y a un parallèle qui est vraiment remarquable pour la France. La France, je le redis, mais une discothèque est vraiment le bon représentant ou la bonne représentation d'un pays aujourd'hui. Qui gère bien son établissement de nuit peut se reproduire sur le système français. C'est-à-dire qu'en fait, si à l'entrée, on laisse rentrer tout le monde, n'importe qui, des gens complètement différents les uns des autres, sans faire respecter un minimum de règles, à l'intérieur de la boîte, ça dure à peu près 20 minutes. En 20 minutes, il y a une bagarre générale. Donc ça ne choque personne quand on met des gens à l'entrée d'une boîte pour dire « toi tu peux rentrer, toi tu ne peux pas rentrer », peu importe les raisons, mais on les donne. Par contre, quand on le dit pour un pays, ça choque une partie des gens en France. Mais est-ce que, alors moi, je prends la demande tout le temps, c'est dans ta maison, est-ce que tu fais rentrer n'importe qui ? Est-ce que tu fais rentrer quelqu'un que tu ne connais pas ? La réponse est toujours non. Alors pourquoi dans le pays c'est possible ? Et je parle en connaissance de cause. Je rappelle aux gens qui m'écoutent, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis fils d'immigrés. Donc c'est important en fait, c'est que je ne suis pas choqué par ces propos. Je comprends aujourd'hui qu'on doit, et je dis aux gens, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les frontières de notre pays. Parce que c'est devenu une passoire, totalement une passoire. Alors je ne veux pas tomber dans le misérabilisme, mais comme cette soirée est ponctuée par la volonté de rendre hommage, de se souvenir, où étiez-vous le soir du 13 novembre 2015 ? Jarl, je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est vrai que moi j'avais 17 ans lors des attentats du 13 novembre 2015, et ce dont je me rappelle, c'est que pour la première fois, il y a un plafond de verre, il y a quelque chose qui a éclaté, c'est-à-dire un vrai clivage. Là, attention, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans notre propre sol qui sont en guerre contre nous. Et tout d'un coup, c'est quelque chose que nos parents, finalement, Mathilda, n'ont jamais vécu, cette peur qui est presque charnelle, d'une peur de gens qui sont nos propres concitoyens, des gens qui vivent sur notre propre sol, qui sont prêts à aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire à nous tuer. Alors moi, j'ai 50 ans pour information, donc... presque l'âge d'être votre papa, je crois. J'avais 40 ans à l'époque des faits. Alors, c'est un peu comme toi, Mathilda. J'ai vécu, moi, c'est pas le soir même, parce que j'étais en famille, je regardais évidemment, j'hallucinais comme tout le monde. Chaque étape, on les apprenait un peu au compte-gouttes, parce que personne comprenait vraiment ce qui se passait.
Ça a été le lendemain et le surlendemain parce qu'à cette époque-là, je donnais des cours de MMA tous les soirs. Et dans cette discipline, Tous les soirs? Presque tous les soirs, sauf Ouais. le dimanche. Voilà. J'avais une très grosse salle de sport à ce moment-là, de MMA. C'était un des premiers gros clubs de MMA français. Et évidemment, dans le MMA, il y a beaucoup d'origines immigrées, dont beaucoup de musulmans. Et j'avais d'ailleurs des cours de JJB également. Et le lendemain, le surlendemain, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, c'était extrêmement difficile parce que dans la salle, c'était un sujet d'actualité dont tout le monde parlait et on avait dans nos conversations des gens qui eux se sentaient directement concernés par la situation parce que étant eux-mêmes musulmans, donc ça créait des situations vraiment très glauques dans la salle, vraiment. Et on a mis plusieurs semaines avant de passer cette étape et de réussir à franchir le cap, parce qu'en fait, dans ces cas-là, c'est humain, mais chacun accuse tout le monde, quoi. C'est humain. Je parle souvent dans mon livre, je relate souvent les faits des guerres de territoire et les comportements humains en fonction de nos différences. Et dans ces moments-là, on les ressent énormément, en fait. Là, on le voit qu'il se passe quelque chose et que on sent la tension, en fait. Et pendant plusieurs jours, c'était la tension. C'était vraiment la tension. Donc, mon rôle, c'était évidemment de réduire ces tensions, d'essayer de parler avec tout le monde et de garder cette unité d'un club de sport, ce qui n'était pas simple. Il faut savoir aussi que dans les concerts, les discothèques aujourd'hui, les pubs, tous ces endroits de RP qui sont justement le rassemblement d'un public, tous les professionnels de la sécurité en 2025 sont toujours attentifs à tous les effets de foule. Le moindre bruit qu'on peut entendre d'anormal dans un concert, ça génère automatiquement un effet de foule. C'est pour te dire à quel point notre jeune génération a intégré qu'un gros boom, par exemple, à un endroit précis dans un concert, ça génère directement une fuite, directement, sans se dire ça peut être une enceinte qui claque, ça peut être un projecteur qui explose, ça peut être n'importe quoi, mais systématiquement, notre jeunesse pense à un attentat et fuit. Parce qu'on a assimilé ça, exactement. Le fait de vivre avec cette menace, en fait. Et c'est clair. Et d'ailleurs, les contrôles, j'imagine que tu es le premier à connaître évidemment. Ça, les contrôles qu'il y a aux entrées des bars, des boîtes de nuit, des discothèques, des salles de concert qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas avant. C'est vraiment la suite de tout ça. On fait attention à tout ce qui rentre, on fait attention. Le moindre comportement anormal dans une file d'attente, on fait attention à tous ces détails-là. J'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, justement, le fameux comportement non verbal et le comportement gestuel pour repérer une personne qui pourrait être relativement dangereuse dans la foule, dont pourquoi pas un terroriste. Bien sûr. Mais c'est des choses auxquelles il n'y a pas un gars, la nuit, qui prend un poste de sécurité en groupe, comme je parle discothèque ou pub ou concert, sans y penser quand il s'y met en place. Parce que tout le monde y pense, parce que ça fait partie des sujets. 10 ans après, les gens font attention à ça, les professionnels font attention à ça. Comme quoi, ça a marqué toute la génération, les professionnels se sont adaptés, et la jeune génération, on s'est adapté aussi, parce que le moindre bruit, moi je l'ai vécu, je l'ai vu d'ailleurs dans la discothèque où j'étais, où on a vu des effets de foule juste pour un bruit. Et on voyait qu'ils s'inquiétaient. C'était même inconscient, des réactions cognitives. Voilà. Enfin, c'est inconscient, oui et non. On est programmé pour ça. Donc on est vraiment fait. On est des animaux, on n'a que 70 000 ans, et, en tout cas dans notre état-là. Et en fait, on a toujours une programmation guerrière. Tout le monde l'a, même si on la cache. Et donc là, on la réintègre très très rapidement dans ce cas-là. Dans votre salle de sport que vous aviez à l'époque, le Yarl, comment êtes-vous parvenu à conserver une forme d'unité? Est-ce que vous avez assisté à des fractures? Vous disiez que vous avez énormément de combattants qui étaient d'origine musulmane, maghrébin. Est-ce que ça a été compliqué de maintenir une forme d'unité? Alors non, ça n'a pas été compliqué pour moi. Je sais que ça l'a été dans d'autres clubs, mais pour moi, ça n'a pas été compliqué parce que je suis de nature assez... je suis connu pour ça, mais je suis assez vindicatif et assez... je sais m'exprimer pour que les gens m'écoutent rapidement et qu'on arrive à justement créer une cohésion sans que ça parte dans tous les sens, en fait. Mais c'est pas facile à faire, mais ça marche partout en réalité. Je veux dire, quand on a une équipe... Aujourd'hui, vous regardez les agents de sécurité, vous allez n'importe où, vous allez voir la communauté des agents de sécurité, vous allez voir beaucoup de Renois, beaucoup de Rebeux. Moi, je parle comme ça, je sais pas si ça te dérange, on se parle comme ça entre nous. Et en fait, même entre eux, même pour les gens, je sais que c'est compliqué parfois, parce qu'ils ont toujours l'inquiétude pour dire, il y a 15 agents, il y a 10 Rebeux. Mais en fait, dites-vous que même pour eux, en vrai, c'est compliqué, quoi. Les situations sont compliquées aussi pour eux. Donc, je crois d'ailleurs de tête que dans le Bataclan, le premier qui était rentré dedans à sortir des individus, il était musulman, un des agents de sécurité, quoi. Je vous imagine pas. Imaginez le type,
lui dans la condition où il est, quoi. Il y a des types qui tuent au nom du même Dieu que lui, et il va devoir sortir des gens d'un lieu. C'est compliqué, en vrai, mentalement, c'est compliqué. Mathilda et le Jarl, Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Le Jarl, l'islamisme a tué des Français. » Ce sont des mots qui sont réels, plus que réels, là où la France insoumise ne veut pas, d'un point de vue sémantique, qualifier ces attentats d'islamistes. Alors il y a une raison principale, c'est qu'ils font tout leur électorat par rapport justement à une clientèle plutôt musulmane. Et ils ne veulent froisser absolument personne. Et c'est bien là notre drame, c'est qu'une fois de plus, ils mélangent tout et en n'acceptant pas de mettre les mots là où il faut les mettre, eh ben, ça crée cet amalgame qu'ils ne veulent surtout pas qu'on nomme. Mais c'est à eux justement de faire la différence entre leur électorat et ceux qui ont tué 130 personnes et fait 500 blessés graves. Un électorat, Mathilda, évidemment clientélisme. C'est pas pour rien que Rima Hassan était sur la liste de la France insoumise lors des dernières européennes. En fait, ils ont fait une campagne européenne uniquement sur la Palestine. Manon Aubry, qui était à l'époque tête de liste, a totalement été éclipsée par la présence de Rima Hassan sur la liste. Le clientélisme, encore le clientélisme. La France insoumise connaît son électorat et sait à qui s'adresser. Ah bah bien sûr, de toute façon, ils l'ont fait pour tout. Vous l'aviez d'ailleurs très bien relevé lors des législatives anticipées, la liste des municipales anticipées, la liste de Louis Boyard, où il y avait un radicalisé dessus, fichier S, proche des frères musulmans, etc. En fait, tout ça, c'est non seulement l'électorat de la France insoumise, mais aussi leurs candidats, en fait. Donc j'ai envie de vous dire qu'évidemment, ils ne vont jamais nommer le terrorisme islamiste. Pour eux, ce sont des terroristes. Ils ne font, c'est pas qu'ils ne font pas la différence. Je pense que en fait, au fond d'eux, ils savent très bien, ce sont des gens intelligents, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais il y a une volonté politique électoraliste qui est d'ailleurs à vomir et qui n'honore pas ces gens-là. Une situation dont on peut s'attendre, ça peut aller de mal en pire, notamment à l'approche des prochaines élections municipales. Le Jarl, forcément que la France insoumise va aller de mal en pire, avec des annonces et des idées plus abracadabrantes les unes que les autres pour conquérir le plus de municipalités possible. C'est ce qu'ils font très bien, ils le font partout. Moi, je l'ai vu à Rennes. Ils vont chercher des endroits où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'électeurs pour pouvoir passer et prendre des places de députés. On l'a vu dans plein d'endroits. Louis Boyard, Mesmer à Rennes. Enfin, ils sont quelques milliers à voter pour eux. Ça leur suffit pour devenir des députés. Et c'est ce qui d'ailleurs provoque une assemblée catastrophique quand on les voit se réunir le mercredi, parce qu'on a baissé très, très drastiquement le niveau de nos politiciens. Absolument. Et les LFI en sont les principaux responsables. Absolument. Énormément de choses à dire sur LFI. Député qui est triple fichier S. Je parle évidemment de Raphaël Arnaud. Rappelons-nous de Richie Thibault aussi, qui était collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudé, qui évoquait, lui, il voulait la création de milices d'autodéfense pour contrer CNews, pour contrer Frontières. Imaginons, Mathilda, ne serait-ce qu'un seul instant, un député ou en tout cas un représentant de la droite nationale qui appellerait à des milices d'autodéfense de droite. On crierait au retour des heures les plus sombres de l'histoire, au retour des bottes qui frappent le parquet. Là, Richie Thibault, ce Richie Thibault, qui aujourd'hui n'est plus collab parlementaire d'Ercilia Soudé, je crois, avait appelé à la création de milices d'autodéfense. Oui, il avait appelé à ça et à l'intifada. Donc oui, non, c'était vraiment un sacré personnage qui était effectivement collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudé et qui heureusement a été viré, heureusement, parce que bon, on est quand même face à quelqu'un qui représente une menace pour notre pays, pour notre démocratie, pour la sécurité des Français. Donc ces gens-là, il faut les exclure et de la vie politique et surtout les surveiller attentivement. Pour le coup, je pense que les fichesses, c'est utile dans certains cas, notamment sur les cas comme Richie Thibault ou d'ailleurs le cas de Raphaël Arnaud, qui en a 3. En fait, il faut savoir que ces antifas sont des gens violents, sont des milices très organisées et qui sont adeptes de ficher des gens, de les retrouver, de les frapper. Et donc, il faut les surveiller. C'est très bien. Et puis, le Jarl, le camp du bien est bien souvent le camp de la violence. Je prends Mathilda en témoin. À chaque fois que vous avez des problèmes en manifestation, des problèmes d'ordre physique, ça vient à chaque fois des mêmes personnes, des antifas. Tout le temps.
Tout le temps. De l'extrême gauche de manière générale. Alors effectivement, les antifas donnent le là, c'est-à-dire que alors eux, ils arrivent avec des gants coquilles, masqués. C'est vraiment eux qui vont déclencher la violence. Mais après, il faut voir que dans les manifestations, il y a des gens comme vous et moi. Alors j'ai envie de dire pas vraiment comme vous et moi, mais je veux dire des gens qui sont plutôt propres sur eux, qui on s'attend pas à ce qu'ils viennent frapper des femmes, en plus en manifestation, parce que je rappelle qu'on est souvent des cortèges uniquement féminins. Et en fait, ça leur donne une sorte de souffle, d'énergie, et donc ils viennent commettre des violences. Il y a, comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus vieux que vous. Moi, j'ai connu les skins. Ouais. Aujourd'hui, les antifas sont les skins d'hier. Et je le dis parce que j'ai été confronté à eux. Moi, les antifas, je maîtrise un peu le sujet. Vous vous doutez, à Rennes, je pense que c'est la capitale française du plus gros regroupement d'antifas grâce à Union Pirate, LFI, Rennes 2, enfin voilà, tous ceux-là. Je les ai vécus en live et en direct à plusieurs reprises. J'ai cette chance de ne pas avoir la faiblesse qu'ils rêveraient d'avoir, donc je peux facilement les gérer, parce que pour moi, ça reste des enfants, et puis qu'évidemment, s'ils jouent la brutalité, ils vont pas avoir affaire à la même personne que comme par exemple au groupe Némésis. Ils savent à qui ils s'attaquent. C'est facile de s'attaquer à des jeunes filles. Pardon Mathilda, 50 kilos toutes mouillées. Forcément, il y a aucun retour. Forcément. Aucun risque. Quand il y a aucun risque, ils y vont. Dès qu'il y a des risques, ils y vont plus. Et le vrai drame, et moi je fais partie de ceux qui militent pour dire qu'il faut impérativement, très rapidement, les classer dans les mouvances. Je le redis, un terroriste. Parce que pour moi, ce sont les mêmes. Ils terrorisent les gens. À partir du moment où on terrorise les gens, donc on est des terroristes. Alors les terroristes ont changé. On revient sur le sujet, mais ils ont changé, mais pourtant ils existent toujours. Et il y en a. Et ces gens-là, les antifas, terrorisent. Quand ils arrivent dans des cortèges, quand ils arrivent dans des manifestations, des fois qui devraient normalement se passer super bien. Rennes, c'est tous les week-ends, tous les ans, pendant 8 mois de l'année. Les murs sont calfeutrés par des grands... C'est une mère PS PS, ouais. Bah oui, bien sûr. Ouais. Comme de par hasard, comme dirait l'autre. C'est la même chose à Grenoble, c'est la même chose à Lyon. De toute façon, elle veut pas se fâcher avec eux, puisque à un moment donné, elle finit toujours par s'allier avec eux pour pouvoir gagner la mairie et les élections. Elle finit toujours par s'allier. Cette année, elle a promis qu'elle le ferait pas, mais comme la dernière fois. Et le vrai drame dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, quasiment jamais. C'est-à-dire qu'ils ont beau être brutaux, d'une violence extrême. Je parle souvent des racailles, des quartiers, moi, parce que je donne des exemples concrets, mais je les mets dans la même catégorie. Et pourtant là, on a affaire à des petits blancs qui s'appellent Frédéric, Julien, voilà. Mais ils ont une besoin. Eux, pour le coup, ils ont la haine des autres. Ils ont ce besoin de fracasser du monde, et ils ont trouvé dans le groupe Antifa l'autorisation de le faire en disant que c'est bienveillant et bien pensant. C'est juste magique. Mais en réalité, on ne se trompe pas, on voit bien ce qui se passe. C'est les anciens skins. Mathilda, nous on le voit en tout cas avec Jordan Florentin qui est obligé maintenant de s'équiper d'un service de sécurité autour de lui. Vous, je crois que c'est la même chose avec Némésis. Évidemment, nos services de sécurité tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit, quand on n'a pas de service de sécurité, c'est dangereux. C'est très dangereux. La dernière fois, on est allé à République sans prévoir de service de sécurité. Je peux vous dire qu'heureusement qu'il y avait la police, parce que moi déjà, je me suis pris une bouteille en verre sur la tête. Anaïs s'est fait tirer par les cheveux et fracasser le dos sur le trottoir. Sur le sol, et non, ils sont extrêmement violents, et c'est même des femmes qui sont extrêmement violentes. Mais effectivement, comme vous le dites si bien, c'est des petits blancs très jeunes, souvent. Alors souvent, ils sont masqués, etc. Mais quand on découvre leurs identités, souvent, c'est des petits jeunes, c'est souvent des petits bourgeois, d'ailleurs. Nous, là, on avait fait une manifestation, mais c'était même pas ça, en vérité. On avait déployé des visages de victimes devant une conférence qui avait été organisée par Urgence Palestine, qui était contre les OQTF, mais pas contre les gens sous OQTF, contre le principe de l'OQTF. Et donc, nous, on était arrivés avec des visages de victimes qui avaient été tués, violés, qui étaient des victimes de personnes sous OQTF. En disant, voilà aussi ce que c'est les personnes sous OQTF. Pour ça, on s'est fait poursuivre dans la rue par une horde d'une quinzaine d'antifas, gants coqués, masqués, etc. On a évidemment porté plainte parce qu'on a subi des violences, et les journalistes qui étaient avec nous de Valeurs Actuelles ont également subi des violences. Absolument. Et alors, donc, effectivement, on ne connaissait pas l'identité des personnes contre qui on avait porté plainte, sauf qu'il y en a un qui s'est fait arrêter. Et on arrive au commissariat pour déposer notre plainte, et en fait, ce monsieur était là. Et alors, quand on le voyait avec son masque, ses gants coqués, son t-shirt Urgence Palestine et tout, on ne savait pas trop qui c'était. Et puis, on le voit au commissariat, évidemment, plus de masque, plus rien. Et en fait, c'était un petit blond assis comme ça, avec les bras croisés, qui nous a souri, qui était tout penaud, parce qu'en fait, tout seul, assis dans un commissariat, effectivement, ça fait moins le malin. Donc, et c'est toujours des gens comme ça, en fait. Si vous leur enlevez l'effet de foule et ce qui leur permet de dissimuler leur identité, c'est des petits riens, quoi.
C'est des guignols. Ouais. Je le dis, moi, c'est vraiment, ils le savent, je leur parle comme ça. Moi, je leur dis, vous êtes des guignols. C'est des enfants. C'est des guignols qui se comportent mal, qui ont été mal élevés, mal éduqués, qui ont une haine, qui détestent. C'est incroyable, ils détestent les blancs. C'est un truc de fou. Et en plus, ils nous expliquent que nous, on est c'est nous les racistes, les fachos. Ils ne côtoient jamais de rebeux, jamais de renois. Moi, je leur dis tout le temps, parce qu'ils savent ce qu'elle est ma vie, moi. Donc, je leur dis, je me dis, ils côtoient pas de rebeux, pas de renois. Moi, ils ont été capables de venir devant nous, devant mon équipe. J'avais une équipe de sécurité, 12 personnes. Sur 12 personnes, j'avais des rebeux, des renois, un Africain, une Libanaise. J'avais un peu de tout. Ils sont capables de nous dire, en face de nous, ils sont 100 petits blancs, 18, 20 ans, Julien, David, Frédéric, et nous dire, bande de fachos. Il n'y a pas un rebeu, pas un renois devant nous. Mais comment voulez-vous que même les gars de mon équipe le prennent ? Ils pètent des câbles, Ivry. De quoi, quel facho ? Mais c'est eux les fachos, en fait. C'est eux qui se comportent comme des fachos. D'ailleurs, ils connaissent absolument rien. Tout ça, un nazi, facho, ils donnent les termes. J'ai cette chance, moi, d'avoir appris à l'école ce que c'était, d'avoir appris après, parce que j'ai étudié terriblement toutes les guerres, parce que j'aime tout ce qui est anthropologique et comprendre comment le comportement humain fonctionne, pourquoi ils se détestent. Mais ils ne connaissent rien, vraiment rien. Quand ils traitent quelqu'un de facho, c'est un truc de fou parce que eux, ils ont réussi à dénaturer ce que c'était vraiment que le fascisme et le nazisme. Ils l'ont complètement dénaturé en insultant des gens comme nous, comme vous, de fachos. On est tout sauf des fachos. On fait l'inverse parce que vous tous qui êtes là, je l'ai vu d'ailleurs dans votre sur l'arrière. Je vois les gens en fait. Il y a des gens avec des origines. Je le vois en rentrant. Et je dis c'est incroyable, c'est partout pareil. Rentrer dans une réunion LFiste. Il n'y a pas de rebeu, il n'y a pas de renois en fait. Quand il y en a un, ils sont tellement contents qu'ils le mettent devant. Quand ils sont 50, ils le mettent vite devant. Mais toi devant, t'es tout seul. Voilà. Regardez les photos de la rédaction de Libération, c'est tous des blancs. C'est tous des blancs. Et ils nous expliquent à nous comment on doit se comporter en fait. C'est juste incroyable. Mais ça commence à sauter toutes leurs histoires en réalité. Quand on regarde, ça y est, le vent tourne, on le voit. Et médiatiquement, et au niveau sur les réseaux, et dans la vraie vie. Les gens commencent à comprendre ce qui se passe vraiment et c'est tant mieux. Dans l'opinion publique aussi. Dans l'opinion publique, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'amorcer autour de la France Insoumise. Avant, on disait beaucoup que le Rassemblement National n'était pas dans l'arc républicain, etc. Maintenant, on a quand même la sensation que Jean-Luc Mélenchon commence à faire davantage peur que Marine Le Pen, Mathilda. Oui, mais d'ailleurs, dans l'opinion publique, maintenant, les gens pensent assez majoritairement que la France Insoumise n'est pas dans les valeurs républicaines, ne respecte pas les valeurs républicaines. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, mais quand on voit une Rima Hassan qui promeut les massacres du 7 octobre, qui parle du Hamas en des termes plutôt élogieux et qui dernièrement a repartagé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les photos où ils abattaient des Israéliens en mettant one by one. Enfin, je veux dire, en fait, elle est clairement en train de faire de l'apologie du terrorisme. Sûr, ouais. Et c'est une députée, la France Insoumise, une députée européenne, la France Insoumise. Elle ne travaille pas pour l'Europe ni pour la France, cette femme-là. Elle travaille pour la Palestine. Donc, à un moment donné, moi, je comprends que ça fasse peur aux gens, et moi aussi, ça me fait peur. Enfin, je veux dire, ces gens-là sont dangereux s'ils accédaient au pouvoir. Je ne sais pas à quoi ressemblerait notre pays, mais c'est sûr que je peux vous dire que des massacres comme le Bataclan, si LFI arrive au pouvoir, je mets ma main à couper qu'il y en aura d'autres. Le Jarl, comment vous avez vécu votre médiatisation ? Vous avez été de plus en plus médiatisé, je le disais, sur les réseaux sociaux, notamment avec, moi je me rappelle de cette caméra, vous savez, un petit peu surélevée au niveau de l'entrée de votre boîte de nuit. Comment vous avez vécu petit à petit cette médiatisation ? Est-ce que les groupes d'Antifa sont venus crescendo vous voir ? Est-ce que ça a été de plus en plus compliqué de faire votre travail ? Ils venaient pas me voir, ils parlaient au loin, mais ils venaient pas, ils savaient qu'il fallait pas venir. Il y avait une distance de sécurité, c'est comme quand on conduit sur l'autoroute, quoi. Ils sont une très grosse, il y a à peu près 10 km. En fait, c'est là la grande différence aussi, et c'est pour ça que souvent je me dis, mais ils attaquent que les gens en fait, ils utilisent les mêmes choses. Je parle souvent des agressions de rue, parce que c'est mon sujet principal, mais ils utilisent les mêmes méthodes. Ils vont chasser ceux où ils sont sûrs de ne pas avoir un retour violent. Voilà, parce qu'ils veulent gagner à chaque fois. C'est très conquérant, hein, ça, mais ils font la même chose en fait. Et comment j'ai vécu, vous le disiez, comment j'ai vécu la petite notoriété, on va dire, elle est arrivée très très rapidement et je m'y suis adapté en fait. J'ai eu cette chance où tous les gens dans la rue, je le dis parce que je sais que souvent les gens de droite se disent on se fait agresser, on se fait attaquer. Moi je peux pas dire ça parce que je mentirais. Je me suis jamais fait attaquer dans la rue, jamais agressé. Les gens qui viennent voir sont tous bienveillants et disent sans arrêt ce que tu fais c'est bien et tout ça. J'ai cette chance là. Après j'en rigole souvent avec ma femme, mais vous savez, au moindre regard, on sait si les gens nous aiment ou ils nous aiment pas. Quand on regarde, les yeux s'échangent. Parfois, je sais que ça m'arrive, que quelqu'un va pas spécialement apprécier ce que je raconte, mais il vient quand même me serrer la main pour dire, le Jarl, bon, j'aime pas tout ce que tu dis, mais c'est bien quand même, hein, continue.
Je sais que lui, en réalité, il aime pas ce que je raconte, mais il ose pas me le dire ou il ose pas m'insulter, donc il vient me serrer la main et puis il s'en va. J'ai cette chance-là, je sais que tout le monde l'a pas. Et donc voilà, je sais que quand Alice vient sur Rennes, par exemple, bah, je la vois, j'essaye d'être dans le coin, voilà, parce que je sais que si je suis à côté d'elle, personne ne viendra l'emmerder. Voilà, toute seule, je suis toujours moins rassuré, je lui demande de m'envoyer des messages, me dire si elle est bien rentrée chez elle et tout, quoi. Voilà, mais la médiatisation, j'ai 50 ans, donc il y a des choses qui nous touchent beaucoup moins que quand on a 30 ou 25 ans, quoi. Moi, je fais avec, c'est pas très grave, ma vie, elle est faite. J'ai 2 belles filles incroyables, 19 ans et 27 ans. J'ai la même chérie depuis 30 ans, ça n'existe plus, ça d'ailleurs. Ah oui, depuis 30 ans, ouais. La même chérie, on s'est connus enfant, très jeune. Voilà, et donc voilà, donc là, la médiatisation, je m'en amuse, mais ça me change rien. Quand je me couche le soir, je suis le même homme pour ma femme et mes enfants. J'accueille tout de suite en visio un invité exceptionnel, Patrick Jardin, père de Nathalie, régisseuse du Bataclan, est en direct avec nous sur Radio Frontière. Bonsoir Monsieur Jardin, est-ce que vous nous entendez bien ? Bonsoir, oui, je vous entends parfaitement. J'espère qu'il en est de même pour vous. Absolument, c'est totalement réciproque. Nous vous entendons très bien, Patrick Jardin. Une première question. Nous sommes 10 ans après les terribles attentats du 13 novembre 2015. Comment, dans quel état d'esprit êtes-vous 10 ans après ces terribles attentats qui vous ont enlevé votre fille ? Il est bien évident que c'est pas un moment pour moi très gai. D'abord parce que ça me rappelle ma fille qui a disparu. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que 10 ans après, on est à la merci de n'importe quel autre attentat de masse qui pourrait survenir, parce que les pouvoirs politiques n'ont pris aucune mesure, non, ça n'a pas servi d'exemple. Vous savez, j'avais l'habitude de dire qu'après Charlie, rien n'a été fait et on a subi l'attentat du Thalys. Après le Thalys, rien n'a été fait, on a subi la tuerie du père Hamel. Après le père Hamel, rien n'a été fait, on a subi le Bataclan. Et après le Bataclan, rien n'a été fait, on a subi la promenade des Anglais à Nice. Et ça continue comme ça depuis début 2015, depuis Charlie. Alors, je me souviens qu'à l'époque de Charlie, toutes les rues de Paris ont été envahies par la totalité du personnel politique, de droite comme de gauche, et je trouve ça magnifique. Même des personnalités politiques étrangères sont venues nous soutenir, mais depuis, rien n'a été fait, si vous voulez. Et j'entendais tout à l'heure une intervenante sur votre chaîne pendant que j'attendais mon tour, qui disait qu'elle en voulait aux politiques, mais elle a parfaitement raison. Parfaitement raison. Euh, Ces gens sont d'une inconséquence épouvantable. Vous savez, moi, je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Bernard Squarcini, qui était à l'époque à la DGSI et la DGSE, qui m'a dit, Monsieur Jardin, moi, je vous assure qu'on a remis à Manuel Valls la liste des djihadistes, et que Manuel Valls a jeté cette liste au panier en disant, cette liste a été établie en communauté avec les services secrets syriens, et moi, je travaille pas avec les services de Bachar el-Assad. Comment peut-on être aussi inconséquent? Quand on vous remet une liste de cette teneur, on ne cherche pas à savoir avec qui elle a été établie, comment elle a été établie, mais on cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la liste et comment faire pour empêcher les gens qui sont sur cette liste de pénétrer sur le sol français. Ben là, rien n'a été fait. Quand j'ai assisté à ce que beaucoup appellent le procès du siècle, et moi j'appelle ça la mascarade du siècle, c'est-à-dire le procès des attentats de Paris, on a entendu François Hollande et une semaine après, son ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui nous ont avoué publiquement devant tout le monde à la barre qu'ils savaient qu'il allait y avoir un attentat, mais ils n'ont rien fait. Les frontières, vous savez, moi j'habite la Belgique, les frontières n'étaient même pas fermées. Or, tous les djihadistes venaient de Belgique. Après, ça a été, ils nous ont dit qu'ils fermaient toutes les frontières en déclarant un état d'urgence. Moi, je rentrais tous les soirs chez moi, je passais la frontière 3 ou 4 fois par jour. J'ai jamais vu un policier, jamais vu un douanier, jamais rien vu. Donc, on se moque du monde. On se moque du monde. Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, une question pour vous, Monsieur Jardin.
Oui, je vous en prie. D'abord, bravo, j'admire votre courage et vraiment on s'associe à votre peine. Vous avez pris perpétuité, hein, alors que les responsables de ce qui vous arrive, qui sont les politiques, eux, continuent à parader. Et alors justement, on entendait Anne Hidalgo, là, à l'instant, parler de l'esprit de fête qui devait perdurer, de l'État. Elle disait que l'État n'a pas failli. Elle se réjouissait beaucoup de savoir qu'ils avaient allumé des bougies, qu'on avait déposé des fleurs, on irait boire des coups à nouveau, que la musique, que tout ça, c'était une réponse. Comment est-ce que vous réagissez à cette bouillie idéologique qu'on nous sert quand même depuis un petit moment? C'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que finalement la population française, les gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils sont pas en train de s'éloigner quand même à toutes jambes de cette espèce de discours quand même affligeant, quoi? Ben oui, si vous voulez, si j'en juge par le nombre de messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou les marques de sympathie que je reçois de la part des gens, bien évidemment, ça me renforce dans l'idée que c'est moi qui ai raison et pas eux. Vous savez, Madame Hidalgo, une année, m'a envoyé, comme elle le fait tous les ans, une invitation pour me rendre à des commémorations officielles. Et la veille, elle avait voté par son conseil municipal une subvention pour 250 000 euros pour l'Océan Viking. Bon, ceci explique cela, si vous voulez. Cette femme, elle est complètement à côté de ses bottines. Je suis désolé, mais elle n'a pas encore compris que malheureusement, les gens qui sont responsables des actes de violence dans notre pays sont à 90% issus de la population musulmane. Alors je sais, on va me dire que je suis raciste, c'est faux, parce que d'abord, l'islam n'est pas une race, mais une secte, je dirais, moi, mortifère. J'appelle même pas ça une religion. J'ai dans mes amis des musulmans qui sont complètement intégrés, qui payent leurs impôts en France, qui travaillent en France et qui s'habillent pas en guenilles du Moyen Âge. Euh, Ces gens-là, ils ont toute leur place à nos côtés. Par contre, tous les trafiquants en tout genre de drogue, de voitures, de tout ce qu'on veut dans les cités qui créent la violence, qui sèment la haine et de notre pays et tout ça, je comprends pas pourquoi. Enfin, si, je comprends, mais je sais pourquoi. Mais euh, nos dirigeants les chassent pas du territoire français parce que il faut souligner le travail extraordinaire que font les services de sécurité, que ce soit DGSE ou la DGSI, qui ont réussi à déjouer 6 attentats depuis 2025, nous a-t-on dit récemment. Mais un jour ou l'autre, malheureusement, il va y avoir un trou dans la raquette et ça va recommencer. Vous savez, l'islam, malheureusement, c'est le cancer du monde. Et moi, je pense que si on chassait tous ces gens qui sèment la haine et la violence dans notre pays, eh bien, on allégerait énormément le travail de la DGSE et de la DGSI. Patrick Jardin, où étiez-vous le 13 novembre 2015? Comment avez-vous appris que des attentats terroristes étaient perpétrés dans Paris, notamment au Bataclan? Bah, comme tout passionné de football, je regardais le fameux match France-Allemagne. J'ai bien vu notre arrière gauche Patrice Evra. réagir ouais, ouais, suite à une première explosion. Et très vite, à la fin du match, le speaker nous a dit il n'y aura pas d'interview d'après-match parce qu'il se passe des événements extrêmement graves dans Paris. On a vu à la télévision que les gens ne pouvaient pas sortir du stade, ils étaient parqués. Certains sont descendus sur la pelouse, d'autres ont été parqués dans les tribunes. On a vu qu'ils ont extradé le président Hollande. Et peu de temps après, on nous a dit qu'il y avait une prise d'otage au Bataclan. Et là, bon, instantanément, j'ai su que ma fille, elle était dedans, quoi. Aujourd'hui, votre fille nous a quittés depuis 10 ans. Patrick Jardin, de quelle manière essayez-vous de perpétrer sa mémoire tous les jours que Dieu fait? Bah, vous savez, déjà, moi, je me suis rendu aujourd'hui à Paris avec
quelques militants de ma circonscription, puisque je suis responsable d'une circonscription, la 4e circonscription du Nord. Donc on s'est rendu au Bataclan, en dehors de toute manifestation officielle. On s'est recueilli devant le Bataclan. Et puis, on est rentré chez nous. Et moi, je ne ferai plus revenir malheureusement ma fille, parce que bon, elle est partie, elle est partie. Par contre, j'estime que par mon action, si je peux empêcher qu'un jour d'autres familles subissent ce que moi je subis, bah, ce sera pour moi une victoire et ma fille ne sera pas morte pour rien, quoi. Aujourd'hui, Patrick Jardin, vous êtes proche de Reconquête, hein, beaucoup vous l'ont reproché. Pourquoi cette volonté de vous rapprocher de la politique du parti d'Éric Zemmour? Pour la bonne et simple raison que c'est le seul qui apporte des solutions à la catastrophe dans laquelle on se dirige. Vous savez, j'ai rencontré Marine Le Pen peu de temps après les attentats de 2015. Elle a fait un meeting à Lille dans le cadre des élections régionales, si je me souviens bien. Je l'ai rencontrée, j'ai vu une femme qui était très touchée par ce qui m'était arrivé. Elle pleurait même. Et ça m'a choqué. Mais depuis, Marine Le Pen a quand même déclaré que l'islam était compatible avec la République. Et moi, ma fille a été tuée par des islamistes, je ne peux pas entendre ça. Donc, il n'y a qu'Éric Zemmour qui a un discours clair à ce niveau-là. Lui, il est pour la remigration, alors que Marine n'est pas. Éric n'aurait sûrement pas voté les 34 milliards d'impôts supplémentaires que Marine a voté avec LFI. Donc tout ça mis bout à bout, si vous voulez, fait que Éric a des idées qui sont très très proches des miennes. Alors on va me dire, ouais, mais t'es d'extrême droite. Moi, je trouve pas qu'Éric est d'extrême droite, je le trouve normal. Je trouve pas que Reconquête soit d'extrême droite. Je trouve que Reconquête a le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il faut quand même pas oublier que selon les sondages, alors je sais bien qu'on fait dire ce qu'on veut aux sondages, mais il y a 73% des Français qui approuvent ce que dit Éric et Sarah Klinfo. Donc, c'est quand même pas 73% d'imbéciles, quoi. Marc Baudrier. Oui, justement, sur ce sondage et puis sur l'évolution des mentalités, quand même, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on voit bien quand même que les Français ouvrent les yeux petit à petit. Le discours d'Anne Hidalgo qu'on a entendu paraît quand même un petit peu hors sol aujourd'hui, précisément parce que on dit davantage les choses et que les gens s'aperçoivent des choses, qu'il y a des médias dissidents qui présentent les choses un peu différemment de ce qu'elles étaient, de la manière dont elles étaient présentées il y a 10 ou 15 ans. Est-ce que tout ça vous rend même modérément optimiste pour les échéances électorales à venir, puisqu'on reste dans la sphère politique, ou pas du tout? Bah, je croise les doigts, bien sûr, parce que avant d'aller rejoindre ma fille, j'aimerais bien quand même que le parti que je représente accède au pouvoir. D'abord parce que je pense qu'il le mérite, et puis je pense que ce sont les seuls à dire la vérité. Maintenant, vous savez, vous parliez de... il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on n'est plus en démocratie, si vous voulez. Moi, par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un message de CNews qui me refusait l'antenne parce que je faisais partie de Reconquête et que mon temps de parole aurait été décompté par l'Arcom. Je suis désolé, mais c'est vrai que je fais partie de Reconquête et que je suis carté chez Reconquête, mais je ne vois pas en quoi un papa endeuillé n'a pas le droit de témoigner parce qu'il a sa carte Reconquête. Je ne comprends pas. Patrick Jardin, Raphaël Arnaud, que si vous ne connaissiez pas, vous avez appris à le connaître très récemment, puisque en s'adressant à vous sur un post X, a dénoncé les fascistes, suprémacistes religieux ou nationalistes. On va tous vous dézinguer. Voilà les propos d'un élu de la République, Raphaël Arnaud, député français. Oui, alors je ne vais pas beaucoup commenter
ces paroles parce que moi j'ai déposé, enfin par l'intermédiaire de mon avocat, on a déposé une plainte pour diffamation et puis pour menace de mort. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est que chez les filles, ils ont des problèmes pour leur représentation parce qu'entre ce type-là, Monsieur Delogu qui est un alphabète, et puis je sais plus le nom de l'autre député qui s'est fait prendre en train d'acheter de la drogue dans le Andy métro. Carbrat. Ouais, ils ont des problèmes de représentation, me semble-t-il. Ce qui me préoccupe, c'est que je ne comprends pas les Français qui votent encore pour de tels personnages, si vous voulez. Moi, quand je vois un type comme Raphaël Arnaud, ceint de l'écharpe bleu, blanc, rouge, j'ai les poils qui se hérissent sur la tête, quoi. Enfin, le peu qui me reste. Un mot sur l'avenir, Patrick Jardin, comment voyez-vous le futur, l'avenir de notre pays, la France? Est-ce qu'aujourd'hui les responsables politiques ont pris fait et cause, ont pris conscience des dangers qui menacent notre société aujourd'hui? Absolument pas. Ils sont tous plus préoccupés par leur réélection aux différentes élections. Le reste, après, ils s'en foutent. Vous savez, j'ai été interviewé il y a 4-5 ans, je crois, par Monsieur André Berkoff. Et je lui avais dit à l'époque, on fera pas, on ne passera pas à côté d'une guerre civile. Et ben, je le pense sincèrement. Merci infiniment, Patrick Jardin, d'avoir été sur les ondes de Radio Frontières. C'est un véritable plaisir de vous accueillir ce soir. Plaisir entièrement partagé. Et on pense fort évidemment aux 132 victimes mortes du terrorisme islamique. Il y a 10 ans, j'accueille désormais